Cette présidentielle, à 12 jours exactement du premier tour, focus sur la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, créditée dans notre dernier baromètre de 2,5% des voix. Situation inquiétante à titre personnel qui en dit peut-être long sur la situation du PS. On va voir ça avec Philippe Doucet. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Anne Hidalgo. Et bonjour Julien Arnaud. Bonjour. Journaliste politique à TF1 et LCI. Alors, exercice obligé. En effet, regardons le positionnement de votre candidate Philippe Doucet dans notre sondage. Le roll-in, chaque jour, IFOP fiducial, en effet, 2,5%. On ne la voit pas sur cette première page. On voit Yannick Jadot et Fabien Roussel qui sont au-dessus. Première question très simple. Comment expliquez-vous le niveau si faible de votre candidate dans les intentions de vote de premier tour ? Ça sera un long débat. Je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé depuis 2017. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été remises à plat. On a pensé que 2017 était un accident. En fait, ce n'est pas un accident. Je pense qu'il y a une remise à plat complète à refaire. Après, j'aime beaucoup le sous-titre sur votre écran, « Un miracle petit grand arrivé ». C'est possible parce que je pense qu'aujourd'hui, contrairement il y a quelques années, le vote se cristallisait 10 jours avant, donc voire 3 semaines avant, puis il y avait 10 jours. Je pense que beaucoup de gens se détermineront vraiment dans les jours, voire dans les heures avant le vote, parce que beaucoup de gens ne sont pas encore rentrés dans l'élection présidentielle, parce que l'Ukraine, il y a eu la Covid, puis l'Ukraine ont masqué les choses, et puis qu'on est aussi dans une période où finalement les gens décident de leurs vacances pour le jour d'après, et je pense qu'ils décideront de leur vote pour la veille, ou voire, moi j'ai vu au moment des élections régionales, des jeunes autour de moi arriver devant le bureau de vote, regarder les programmes sur leur téléphone avant de se décider pour qui ils vont voter. Donc on est vous avez raison. Quelque chose qui se détermine de plus en plus tard. C'est vrai qu'il y a une incertitude sur le vote, mais elle est plus marquée. Presque 50% des Français n'ont pas encore décidé s'ils allaient voter et pour qui. Mais elle est quand même plus marquée chez certains candidats que chez d'autres. Et il se trouve qu'on a fait un petit schéma pour montrer les certitudes de vote. Il se trouve que chez votre candidate, c'est vrai que c'est bas. 39% des électeurs d'Anne Hidalgo sont certains d'aller voter pour elle, alors qu'on le voit, c'est très fort pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen à plus de 70%. Là aussi, ça veut dire quelque chose, sans doute. Oui, parce que le score d'Emmanuel Macron, il a le même socle, grosso modo, depuis 2017. Il a perdu une partie des sociaux-démocrates de l'époque, il a gagné sur une partie de la droite, mais finalement, son socle, y compris en termes de confiance, n'a pas vraiment bougé. Marine Le Pen a gardé une énorme partie de son électorat populaire, elle a même résisté à l'offensive d'Éric Zemmour, donc elle est positionnée. Mais vous regardez que ce soit Fabien Roussel ou même Jean-Luc Mélenchon, le niveau de certitude n'est pas aussi élevé que ça, et on ne voit pas là M. Jadot. Je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ne se sont pas encore déterminés, ils peuvent nous au même niveau que... Voilà, donc vous voyez, donc il y a une incertitude parce que finalement cette gauche du gouvernement au sens large du terme, eh bien, elle a du mal à exister dans ce dispositif parce qu'une partie de nos électeurs soit sont dans l'abstention, soit n'ont pas encore fait leur choix. Est-ce que vous diriez, comme quelqu'un qu'on entendra tout à l'heure, qui a été président de la République, que le Parti socialiste n'a pas assez travaillé, que ceux qui sont au Parti socialiste n'ont pas assez travaillé, et que la candidate n'a pas assez travaillé ? Le Parti socialiste, ça c'est clair, pour moi il n'a pas assez travaillé parce qu'une élection présidentielle, c'est un cheminement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Tout le monde a cette espèce de surimpression d'Emmanuel Macron arrivé en 2017, je me présente et ça fonctionne tout seul. D'abord, il avait travaillé avant, et puis il a eu une conjonction des planètes qui, dans le ciel, se passe tous les 250 ans et qui, en politique, doit à peu près se passer dans la même période de temps. Et donc, il a eu beaucoup de chance avec l'affaire François Fillon, etc. En politique, en règle générale, il faut travailler, il faut construire. Et donc, nous n'avons pas assez travaillé et reconstruit parce qu'on a pensé qu'en 2017, c'était un accident et pas une remise à plat nécessaire. Ça, c'est une chose. Anne Hidalgo, elle, quand elle arrive sur quelque chose qui n'est pas suffisamment organisé, de mon point de vue, même si elle se met vite à niveau, c'est toujours compliqué d'avoir, de ne pas être appuyé sur un dispositif puissant par rapport à ça. Donc, un dispositif idéologique. Si on prend Éric Zemmour, s'est appuyé sur un dispositif idéologique qui est construit depuis qu'il a écrit Le Suicide français. Finalement, dans tout ce qu'il fait dans les meetings, c'est dans son bouquin Le Suicide français. Et donc, ça fait déjà quelques années, plus des dizaines d'heures de télévision sur lesquelles il a pu confronter et construire une vision de la société française. Ça, ce travail-là, nous ne l'avons pas assez fait. Et quand Anne Hidalgo arrive finalement assez tard, finalement, il y a une partie des choses où, même si vous allez très vite, vous ne rattrapez pas le temps que... Et peut-être aussi avec le sentiment
non pas d'avoir déjà gagné, mais d'être bien dans la place ou d'être celle qui... Non, je crois qu'elle n'a jamais eu cette dimension-là. Non, elle n'a jamais eu cette dimension de surplomb. Elle a toujours su dès le départ que ça serait compliqué. Je pense qu'elle avait probablement sous-estimé le non-travail du Parti socialiste et la difficulté pour elle de réinventer en courant plein de choses là-dessus. Mais elle n'a jamais eu cette prétention de se dire ça allait peut-être une problème de santé, que ça allait être une route tapis de fleurs de roses. Non, ça, elle n'a jamais eu cette prétention. Alors, est-ce que la campagne d'Anne Hidalgo a imprimé, comme on dit, Julien Arnaud? Comment les Français perçoivent cette campagne? Et c'est intéressant à partir, je ne sais pas si vous l'avez lu, d'une enquête faite pour RTL par l'Institut BVA, perception de la campagne des candidats à la présidentielle et donc de la campagne d'Anne Hidalgo à partir des propositions. Eh bien, selon ce sondage, plus de 4 électeurs sur 10 sont incapables de citer une proposition aujourd'hui d'un candidat, quel qu'il soit. Quand on leur soumet en revanche des propositions, 3 sont seulement très bien identifiées. Il s'agit du conditionnement du RSA à une activité ou à une formation, de l'augmentation du SMIC à 1 400 €, donc du côté proposition du côté de chez Mélenchon, et de l'interdiction de la chasse les week-ends et vacances scolaires, proposition du côté du candidat écologiste. Si on prend cette fois-ci 2 propositions très précises de votre candidate, Anne Hidalgo, qui ont été testées, à savoir limiter l'écart entre la rémunération la plus basse et la plus haute dans des entreprises à 1 pour 20, eh bien là, ce sont 42% des personnes interrogées qui connaissent la mesure, et doter tous les jeunes d'un capital de 5 000 € à 18 ans pour leur permettre de financer des projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, là seulement 38% connaissent cette mesure. Alors qu'on a vu Anne Hidalgo partir très tôt, mettre sur la table ses propositions, on le voit, ça ne marque pas, ça n'imprime pas. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez un espèce de dispositif autoréalisateur des sondages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, assez vite, vous n'êtes pas dans les plus de 10, eh ben, vous avez moins de passages télé, vous avez moins de reprises, et du coup, vous avez du mal à percuter le mur informationnel. Elle est très souvent à l'antenne, en interview ici, diffusion de ces meetings pour Anne Hidalgo. Si vous regardez, il y a ces propositions qui sont là. Derrière, quand vous regardez sur le nombre d'heures entre les différents candidats, vous remarquerez que Anne Hidalgo est plus bas, même que Yannick Jadot, etc. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est peut-être une des questions à s'interroger sur une logique, ce qu'on essaye de porter, c'est une logique social-démocrate. Et Anne Hidalgo, elle essaye d'être une candidate sérieuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le clash. Voilà. Donc c'est sûr que si on veut passer à la télé, si on dit, bah voilà, on veut que si demain, voilà, donc si on dit, on veut que tous les Mohamed, ils s'appellent Gérard, là vous êtes sûr que vous allez faire des heures d'antenne. Voilà. Donc il y a aussi ce cinéma. Comme Anne Hidalgo s'est absolument refusé à rentrer dans cette histoire du bon buzz, du mauvais buzz, etc., y compris sur un certain nombre de propositions, eh bien, c'est compliqué de faire passer ce mur informationnel, au sens où, comme aujourd'hui, finalement, on a une multiplication des canaux, on a l'ensemble des chaînes d'information, mais on a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., et donc la multiplicité des émissions de tout type, sur Twitch, enfin, sur tous les dispositifs, ce qui est très bien d'un point de vue de la démocratie, mais en même temps, on voit que pour passer ce mur-là, eh bien, si vous n'êtes pas clivant et fortement clivant, en fait, vous ne passez pas. Alors, l'un des marqueurs historiques de la gauche lors d'une élection comme celle-là, ça a été le pouvoir d'achat, les propositions. Elle en a fait, Anne Hidalgo, notamment celui d'augmenter le SMIC de 15%. Comme tout le monde s'est emparé de cette thématique et a fait des propositions dans ce sens, notamment la revalorisation du SMIC, est-ce que ça n'a pas dilué le message? Est-ce que ça ne lui a pas coupé l'herbe sous le pied? Peut-être, oui. C'est vrai que la thématique du pouvoir d'achat est devenue centrale par rapport à ça. Après, peut-être effectivement que vous avez cette difficulté-là. Peut-être que d'ailleurs nous aurions dû, sur cette thématique du pouvoir d'achat, cranter beaucoup plus vite là-dessus. La difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est que paradoxalement, d'un côté, on demande des programmes, que ce soit vous les journalistes ou même beaucoup d'organismes professionnels, qu'est-ce que vous pensez du handicap, de la chasse, des collectivités locales, donc des programmes extrêmement précis, alors qu'en fait, les citoyennes et les citoyens, finalement, ils essayent de voir un chemin, parce qu'eux ont bien compris que finalement, un président ou une présidente de la République, c'est 3-4 mesures fortes par rapport à ça, qui arrive à passer ce mur, qui donne le sens où on va emmener le pays. Et donc, quelque part, c'est contradictoire. Donc, Anne Hidalgo a beaucoup travaillé, a été extrêmement sérieuse, a essayé de construire un programme et sur le fond et sur le financement très carré, mais sur comment on fait passer 3-4 mesures fortes
qui accroche, eh bien, je pense que peut-être on l'a peut-être fait trop tardivement et peut-être pas assez fortement. Même si on voit qu'aujourd'hui, ce qu'a dit sur le pouvoir d'achat, on avait les retours, on commence à avoir les retours, il y a des choses qui percent par rapport à ça, ou ce qu'a dit sur les retraites, ou même sur la politique internationale, le positionnement par rapport à l'Ukraine, par exemple. Justement, après ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y a pas un péché de mollesse au PS et peut-être chez la candidate Anne Hidalgo, quand on voit notamment, sur les idées, bien évidemment, pour que les gens puissent avoir cette ligne dont vous nous parlez, quand on voit que Jean-Luc Mélenchon, alors il souhaiterait peut-être être le deuxième homme, mais pour l'instant dans les sondages c'est le troisième homme, mais quand on voit que le leader aujourd'hui de la pensée de gauche ou des pensées de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il n'y a pas une identité au PS qui n'existe plus ? Alors, s'il y a un mot que j'emploierais pas concernant Anne Hidalgo, c'est la mollesse. Je la sens pas tellement molle, la candidate du Parti socialiste. Au contraire, elle est très solide et elle a montré, y compris avec le vent de face, que, comme j'ai eu l'occasion de le dire à des journalistes, qu'elle était en tungstène, donc elle est quand même très très solide. Je parlais des idées aussi. Alors, sur les idées, oui, mais vous voyez bien que la difficulté par rapport à Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'à un moment donné, la logique d'une gauche radicale, c'est respectable, mais à la fin, ça sert à quoi ? Comme a dit François Hollande, c'est pas faut un candidat utile. En quoi, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est utile ? Il sera troisième, donc c'est bien, donc il est fort, mais pourquoi finalement, il empêche un débouché de gauche, paradoxalement. Vous voyez, donc, parce qu'il emmène du monde dans la radicalité, c'est indéniable, mais la radicalité, le monde qu'il emmène dans la radicalité, il ne l'emmène pas vers le pouvoir. Voilà, et donc, donc c'est une grande force d'opposition, mais ça ne fait pas une force de gouvernement. Et donc la difficulté dans cet univers de radicalité, aujourd'hui, il y a une demande de radicalité qui est indéniable dans le pays, mais c'est comment ça vous emmène vers le pouvoir. Ça ne vous emmène pas vers le pouvoir. Julien, l'avenir d'Anne Hidalgo, je crois que quelqu'un en a parlé, enfin pas celui forcément d'Anne Hidalgo, mais du PS. Oui, parce que l'avenir d'Anne Hidalgo, il se joue sur deux tableaux. J'allais dire le retour, bien évidemment, à l'Hôtel de Ville pour celle qui est toujours aujourd'hui candidate à la présidentielle. Elle est attendue au tournant par ses alliés, mais aussi par l'opposition. En tête, Rachida Dati. Du côté des alliés, les Verts, eux, ont déjà haussé le ton du côté d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Elle aimerait bien obtenir et avoir un nouveau souffle grâce à l'organisation aussi des Jeux Olympiques en 2024. On verra ce qui se passe du côté de l'Hôtel de Ville. Mais aussi la suite pour Anne Hidalgo, c'est le Parti Socialiste ou toute autre plateforme politique. Est-ce qu'elle y prendra part après la présidentielle ? Il faudra sans doute et certainement compter avec François Hollande pour la recomposition de la gauche. Une initiative devra être prise au lendemain du scrutin et avant les élections législatives pour reconstruire la gauche de responsabilité. Un enjeu qui dépasse même la gauche, qui est celui de l'équilibre de la nation, qui a besoin d'avoir des forces républicaines qui proposent, qui mobilisent, qui animent le pays. Bref, qui a besoin d'un grand parti. C'est ce mouvement qu'il faut de nouveau rebâtir. Il s'est fracturé, il s'est effacé, il s'est dilué, il s'est même désincarné. Il dit ça, François Hollande, en regardant et devant Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle pourrait prendre part à cette nouvelle recomposition ? Est-ce qu'elle devra y prendre part ? Est-ce qu'il a raison, François Hollande, dans ce qu'il dit ? Il a raison, oui. C'est-à-dire que, de toute façon, en fonction des résultats, on a beaucoup de choses à reconstruire. Donc Anne Hidalgo, j'en suis convaincu, il prendra sa part, parce que une expérience comme une élection présidentielle, c'est un moment de concentrer extrêmement fort, donc si vous me permettez cette expression sur une antenne à 1 heure de grande écoute, c'est un alcool fort, une élection présidentielle. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à tirer de cette expérience-là, pour elle et pour nous. Et par ailleurs, effectivement, il y a quelque chose à reconstruire. Mais nous sommes convaincus qu'il y a un espace entre la radicalité qu'incarne Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui a commencé, qui était un enfant de François Hollande et qui est en train de devenir... Dès aujourd'hui, sans attendre ce qui va se passer dans l'après, dans ce que vous dites. Non, mais Cet espace, il est disponible là, maintenant. Oui, non, mais c'est